Bienvenue au Bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, à Sainte-Flavie, un projet d'enrochement de 7 millions de dollars pour lutter contre les grandes marées et l'érosion des berges. À Vaudreuil-Dorion, la détérioration du pont de l'île aux Tourtes inquiète. La Haute-Gaspésie élabore un plan de développement touristique 4 saisons. Saint-Raymond accueille ses premières familles venues prêter main forte à son système de santé. À Berthierville, le groupe d'entraide en toute amitié a pour mission de s'assurer que tout le monde mange à sa faim. À Princeville, une marche pour soutenir la Société canadienne du cancer. À Mont-Tremblant, une télévision branchée en direct sur sa communauté. À Montmagny, raquette sur les glaces du Saint-Laurent le 11 mars prochain. Et enfin, à Forestville, Linda Isabelle et Dario Aymon exposent leurs œuvres au Pavillon des Arts. Le Bulletin des régions est réalisé grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Vous verrez donc, au cours de la prochaine heure, des reportages qui vous proviendront de partout au Québec. Bonne émission! À Sainte-Flavie, on prend les grands moyens pour protéger la côte de l'érosion et Marc Després de la télévision de la Métis s'est entretenu avec Jean-François Fortin, le maire de Sainte-Flavie, qui nous explique ce projet évalué à 7 millions de dollars. Eh bien, Jean-François Fortin, ce soir, soirée d'information pour un projet de recharge de plage ou d'enrochement au niveau de Sainte-Flavie. Quand même, beaucoup de gens se sont déplacés. Oui, on a eu vraiment une belle affluence, là, près de 80 personnes à peu près qui sont venues écouter un peu les scénarios qui étaient proposés. La municipalité a été chercher des subventions pour protéger le secteur qu'on appelle le noyau villageois, le cœur des villages, là, grosso modo, entre le quai et le Centre d'art Marcel Gagnon. Alors, c'est un projet d'intervention qui nous permet de sécuriser les résidences, les commerces et l'ensemble des propriétés, en fait, du littoral. On avait fait, vous le savez, dans les dernières années, des interventions ailleurs sur le territoire pour permettre aux résidences qui étaient les plus vulnérables d'obtenir des subventions leur permettant d'être relocalisées ou même pour les propriétaires d'avoir une indemnité de départ. Alors là, ce qu'on a fait, c'est que volontairement, on a présenté un projet qui concernait le noyau villageois parce que c'est le tiers à peu près de la valeur foncière municipale. C'est quand même beaucoup d'interventions. Puis, bien, on ne voulait pas le voir dénaturé non plus par des relocalisations ou des démolitions. Alors, dès le départ, il y a 4 ans, la municipalité avait en tête de faire une approche qui était plus personnalisée pour ce secteur-là, qui a une valeur historique, patrimoniale également de notre communauté. Alors, pour le moment, bien, on a obtenu les fonds. On a obtenu 7 millions de dollars qui nous permettent de faire cette intervention-là. On a mandaté des firmes spécialisées pour travailler pour nous, donc le service de génie de la FQM, la Fédération québécoise des municipalités. Alors, ils sont en train là, de travailler tous les scénarios possibles. On en a évalué 4 différents scénarios, là, soit de faire un enrochement, une recharge de plage aux normes d'aujourd'hui, des épis, là, un peu comme des récifs qui viennent briser les vagues. Il s'avère que les 2 principales options les plus adéquates pourraient être l'enrochement ou la recharge de plage. Toutefois, l'enrochement, pour protéger de manière adéquate, et là, je vous parle que notre vision, elle s'oriente sur les 30 à 50 prochaines années. Ce n'est pas pour protéger les propriétaires côtiers maintenant. Oui, maintenant, mais on veut qu'il y ait une pérennité dans le temps. Alors, cet enrochement-là, si on fait un enrochement, il va être à peu près de 2 mètres plus haut que le niveau de la propriété. Donc, on perd la visibilité, la vue vers le fleuve et vers la mer, ce qui caractérise aussi le noyau villageois. Donc, on est bien protégé, mais on ne voit plus rien. Alors, l'autre possibilité, c'est d'y aller avec une recharge de plage, un peu comme celle qui a été faite dans les dernières normes là, à la Grave, aux îles de la Madeleine, qui est une plage qui est rechargée avec un recalibrage qui se fait naturellement sur quelques années. Et donc, à notre avis, c'est l'orientation, c'est l'approche qui est peut-être la plus adéquate. Et d'ailleurs, tout à l'heure, même à main levée, c'est l'approche qui semblait plaire à la majorité. En fait, même à toutes les personnes qui étaient directement impliquées, ayant une propriété limitrophe à l'intervention. Mais on a quand même discuté de tous les scénarios puis de quels sont les impacts.
Puis, bien, est-ce qu'on fait de quoi ou on fait rien, puis on attend que les choses se passent? Puis, naturellement, vous le savez, les changements climatiques n'ont pas tendance à régresser. Alors, on l'a vu encore même au 23-24 décembre. Là. C'est ça, j'allais dire. On a eu craint, là, parce que pour une question de quelques heures, on aurait pu se retrouver en situation comme en 2010. Je vous le dis, là, le 23 et le 24 décembre, on a eu à la fois le 23 des forts vents. Vous vous rappelez, là, les pannes électriques dans la région et tout. Ça, c'était les forts vents qui étaient largement dominants vers la côte. Et on a eu une pression atmosphérique qui était très basse. Le lendemain, le 24, on a eu à Sainte-Flavie des fortes marées qui ont engendré des débordements côtiers. On était obligé de fermer la 132, de faire des interventions chez quelques propriétaires. Donc, si on avait eu les deux événements superposés, c'est-à-dire à 12 heures d'intervalle, mais au même moment, on aurait eu des grandes marées plus fortes qu'en 2010 à Sainte-Flavie. Alors là, on se dit, bien, il y a 2010, en 2016, il y en a eu des grandes également, 2022. Alors, entre 2010 et 2022, en 12 ans, là, 3 grands épisodes de grandes marées. Alors, il faut agir. Puis le conseil municipal de Sainte-Flavie est proactif. On est allé chercher des subventions. Et là, on voulait valider avec les gens, avez-vous une approche qui est préférable? On a entendu plusieurs choses. Ah, bien, ça va être important, oui, avec la recherche, peut-être de favoriser une végétalisation de la berge également. On a entendu, est-ce que c'est possible de mettre une couche visuelle, là, du crémage, comme on dit, pour rendre plus belle les limes des sables. Donc, on a entendu plusieurs choses qui vont nous inspirer dans les actions qui vont être menées. Puis, bien, notre scénario, c'est d'aller de l'avant. La part de la municipalité, elle est à 1,3 %. C'est sur une période d'intervention qu'on peut décaler de 4 à 5 ans. On parle, grosso modo, d'environ 97 000 répartis. Il n'y aura même pas de hausse de taxes, ni rien d'impact sur le compte de taxes. Vous le savez, vous avez traité notre budget. On fait des pirouettes à Sainte-Flavie. Puis, bien, on fait une intervention qui, je dois le rappeler, permet de sécuriser le tiers de la valeur foncière de notre municipalité aussi. En sécurisant ce secteur-là, on sécurise des revenus à long terme pour notre municipalité. Donc, c'est stratégique également. Et il faut dire, bon, pour la distance, on parle du quai jusqu'à environ le centre d'art, donc 1,45 km. On s'en vient protéger au moins 90 résidences ou entreprises? Oui, bien, c'est un noyau villageois là, qui nous permet de protéger à la fois des résidences, des commerces, des entreprises agricoles, la route 132 qui est une route nationale. Et, je dois le rappeler, les infrastructures municipales, on a l'aqueduc, on a l'égout qui est dans ce secteur-là. Donc, c'est une intervention qui est stratégique pour pratiquement à coût zéro pour la poche des Flaviens. On va chercher des financements de Québec, ministère de la Sécurité publique, qui font envie à bien des communautés côtières. Au-delà de Sainte-Flavie, vous le savez, il y a à peu près, on parle de 120, 130 municipalités côtières touchées par l'érosion et la submersion présentement au Québec. Et il n'y en a que 5, dont des grandes villes telles que, Sept-Îles ou les îles de la Madeleine, qui ont un contexte qui est un peu différent là, d'érosion. Mais Sainte-Flavie a levé la main. On a présenté un beau projet. On a été parmi les leaders de l'adaptation, puis on l'est encore aujourd'hui. On aime ça, les projets pilotes à Sainte-Flavie. Ça amène de l'argent neuf, comme on dit. C'est pas de l'argent qu'on prend dans la poche des contribuables. Et il faut dire, bon, pour donner une image un peu aux gens à la maison, ça veut dire qu'il va y avoir 15 000 voyages de camions qui seront nécessaires pour effectuer l'opération. Ah oui, c'est énorme, là. C'est 15 000. Bref, c'est un scénario là, d'une intervention qui débuterait en 2024, qui débuterait à l'automne 2024, donc après la période estivale de l'été. De toute façon, les camions n'auraient pas pu rouler dans le village en plein cœur de l'été. Et donc, septembre, et ça se finit en décembre 2024. Et on parle d'une quinzaine de mille de camions qui vont venir via des entrées stratégiques déverser sur la plage ce matériel-là de recharge dans le but de préparer une reconfiguration qui va permettre de protéger minimalement, on nous garantit 30 ans à 50 ans, mais on n'est pas des devins non plus avec les changements climatiques, mais dans tous les cas, c'est mieux que de ne pas intervenir et de laisser faire la tendance actuelle qui est de plus en plus accentuée. Et aussi, bon, les gens regardaient certaines images. Bon, si on prend l'exemple de la grave dont on parlait tout à l'heure, bon, ça donnait quand même des pentes abruptes. Mais Fiona est arrivée dans le décor. Et là-bas, bien, en un an et demi environ, là, la plage était faite.
Effectivement, l'ouvrage, c'est prévu qu'il va se recalibrer. Donc, on met plus de matériel en haut en prévoyant déjà que le rythme des marées va permettre d'étendre les sédiments au-delà de la vue et donc en dessous de l'eau pour avoir une pente qui va freiner les grandes marées. Et là, en un épisode, Fiona, le recalibrage qui est prévu, généralement, ça prend de 0 à 5 ans. En une marée, c'est recalibré. Et donc, aux îles de la Madeleine, d'ailleurs, il y avait de très belles photos, ils ont rétabli la pente qui était prévue à l'origine. Et les gens étaient bien contents d'être protégés par cet ouvrage-là qui avait été fait quelques mois auparavant. Sans cet ouvrage-là, la plupart des maisons auraient été endommagées de manière importante. Chantal Bédard de C'est sur la télé a rencontré le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, qui s'inquiète de l'état de détérioration du pont de l'île aux Tourtres, ainsi que des projets du ministère des Transports. On écoute le reportage. Lors d'un entretien à l'Hôtel de Ville, le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, nous a expliqué la situation liée au trafic du pont de l'île aux Tourtres. Oui, le dossier de l'Avent, on va commencer par le dossier de l'Avent. Ça fait 60 ans que ce dossier-là a été débuté. Les gens s'en souviendront pas, bien sûr. Étant donné que l'Avent n'est pas fonctionnel comme elle devrait l'être, le pont de l'île aux Tourtres écope, et comme vous voyez, présentement, le gouvernement va investir entre 300 et 400 millions pour le maintenir en vie avant la construction de l'autre. Et ensuite, ils vont le mettre à terre, bon, peu importe quoi. Et entre-temps, il est tellement en mauvais état qu'ils doivent enlever des voies. Ça allait relativement bien tant qu'on avait 3 voies dans le sens du trafic et une voie dans l'autre sens, ou 2 voies. Mais depuis que ça a été coupé, c'est l'enfer. Les gens, je pense, il n'y a pas une journée où je ne reçois pas des courriels, je ne suis pas le seul, là. Tous les maires le reçoivent un peu. Et quand on a rencontré la ministre, la vice-première ministre, Mme Guilbeault, tout ce qu'elle nous a dit, c'est qu'avant le mois d'avril, c'est-à-dire après la période de neige et de gel-dégel, il n'y a pas moyen de récupérer 3 voies dans le sens du trafic. Bon, pas le gouvernement, c'est les fonctionnaires. Mme Guilbeault, elle est là, elle vient d'arriver, c'est une personne extrêmement intelligente, j'ai aucun doute là-dessus, elle vient de Québec. Bon. Et là, elle se fait nourrir l'information par ses fonctionnaires. Et les fonctionnaires, je pense qu'ils l'ont mal dirigé, surtout qu'il y a une voie réservée où il n'y a pas d'autobus. Et toutes sortes de choses comme ça. La question que j'avais posée, vous avez instauré une voie réservée entre la jonction de la 30, de la 40 et aller au pont de l'île aux Tourtres, mais sur le pont de l'île aux Tourtres, est-ce qu'il y a une voie réservée pour l'autobus? Non, il n'y a pas de place. Ça vous donne quoi? Fait que là, non seulement ils vont accepter le transport, mais je pense qu'ils vont accepter aussi du covoiturage dans cette voie-là, parce que c'est une voie qui ne sert absolument à rien, mais elle est sur à peu près 3 km. Après ça, il faut que tu reviennes dans les allées où il y a plein de monde. En tout cas, ça, d'après eux autres, c'est leur façon de gérer ça. Mais on m'a dit qu'à partir du mois d'avril, on va retrouver quelque chose 3-2, mais tout le temps dans le sens du trafic. Donc, ça, c'est leur... Ils n'ont pas de solution. Ils n'en ont pas de solution. Ils sont dans le trouble avec ça. Le pont de l'île aux Tourtres, ça va pas très bien. Je pense pas qu'on va récupérer jamais nos 6 voies. Et là, on nous explique qu'à cause de la neige... Mais c'est toutes des choses que... Madame répétait ce que les fonctionnaires ont dit simplement. Et j'ai eu une autre rencontre justement aujourd'hui avec les fonctionnaires du ministère des Transports. C'était à la MRC. Et là, ils nous expliquaient des choses, comme une autre aberration. Pour moi, la 30 bloque à tous les matins, direction Montréal, tous les matins, parce qu'on passe de 2 voies à 1 voie. Et là, on a dit, essaye de faire l'inverse, c'est-à-dire fais monter 2 voies, puis juste 1 voie par la 40. Mais là, c'est pas ça qu'ils veulent faire, là. Ils ont un projet de 50 millions pour élargir le viaduc qui passe par-dessus le chemin de fer. Donc, la 30 monter à 2 voies, et ils veulent garder la 40 à 2 voies. Donc, quelqu'un, n'importe qui, là, qui est, même sans être un gros technicien, OK, mais là, vous allez tomber à 3 voies après? Elle a dit oui. Et j'ai dit, et le pont de l'île aux Tourtres, il y a combien de voies? 3 voies. Alors, ça vous donne quoi de mettre 4 voies là, alors que à moins que vous vouliez agrandir l'autoroute 40 jusqu'à Montréal à 4 voies, alors que vous savez très bien que ça va tomber dans un goulot, dans un entonnoir, juste avant Saint-Charles.
Parce qu'il faut quand même le souligner, que ce soit la 20, la 40, le pont de l'île aux Tourtes, c'est la porte de Montréal, de l'Ouest, pour tout le transport, Montréal, les États-Unis, l'Ontario. C'est justement. Le lien entre Montréal et Toronto, qui par après c'est les États-Unis, c'est environ 70-75 de l'activité commerciale de la province de Québec. On parle de combien de voitures par jour? Environ 60 000, 65 000, mais c'est pas juste les voitures qui sont, c'est les camionnages. La 30, vous le voyez, la question que j'ai encore posée aujourd'hui, d'après vous, est-ce qu'il y a plus de camions entre Ottawa et Montréal ou entre Toronto et Montréal? Bon, c'est sûr que c'est Toronto. Et c'est ça, là, quand tu prends les camions qui prennent un espace de 3, 4, 5 voitures, c'est certain qu'on a besoin de moins. Et puis moi, le problème qu'on a, quand la 30 bloque, ça c'est à tous les matins, qu'est-ce que font les gens sur la 30? Ils prennent les sorties pour Vaudreuil-Dorion. Soit par le boulevard industriel, par de la gare ou par Cité des Jeunes. Ils court-circuitent et ils vont tous rembarquer après ça au Château Vaudreuil. Ça, je l'ai expliqué un matin, tu sais, je veux dire, il y a un problème qui date de bien, avant la pandémie, avant tout ça, c'était comme ça. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre 2 voies qui montent. Mais des nouvelles idées, ils n'en ont pas. Eux autres, ils se fient à leurs calculs. Bon, c'est parfait, allez-y, faites vos calculs, puis c'est correct. Ils nous disent c'est 20 minutes par jour. Il faut le voir pour le croire. Parce que là, en plus de la 30, on a le pont de l'île aux Tourtes présentement. Et comme je vous dis, c'est tout ça, c'est vraiment sur plusieurs kilomètres maintenant. Puis comme on ne peut pas se rabattre sur la 20, parce qu'à l'île Perrot et à Vaudreuil-Dorion, c'est 5 lumières, c'est des lumières, c'est bon. On n'a pas l'alternative. Ils auraient dû, tant qu'à moi, finaliser la 20, et ensuite de ça, on peut prendre des travaux. Peut-être qu'il n'y a pas le choix. Et au moins, les gens auraient eu une fluidité sur la 20. Et au lieu de passer ici par la 40, bien, ils auraient peut-être continué sur la 20, sortir à Kirkland un peu partout pour revenir dans la 40. On dirait qu'ils n'ont pas ils n'ont pas la vision globale mais c'est tout le temps, on va faire une étude d'impact, puis tata. Quand on ne veut pas faire quelque chose, fait que c'est 3 ans minimum en partant, là, parce qu'il faut qu'ils fassent ses études et tout ça. OK, mais entre-temps, là, le chemin est là. Laisse-moi aller avec ça, on va t'emmener du gravier, puis de l'asphalte, puis des boules, là, puis dans 2 mois, tu as une voie de contournement. Mais ça ne marche pas comme ça au gouvernement. La MRC de la Haute-Gaspésie investit 500 000 dans un plan de développement touristique et Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie s'entretient avec le préfet Guy Bernatchez. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui M. Guy Bernatchez, qui est préfet élu de la MRC de la Haute-Gaspésie. Bonjour. Bonjour Marie-Claire. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous? Aujourd'hui, on est là spécialement pour parler d'un gros projet qui s'appelle le plan de développement touristique des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie. Qu'est-ce que c'est ce plan-là? Bien, le plan, entre autres, là, c'est un gros projet qu'on a mis de l'avant avec les acteurs du milieu à la MRC. On est l'entité porteur de l'élaboration de ce plan-là, mais on a travaillé avec plein d'acteurs du milieu au niveau récréo-touristique. Au début de mon mandat, quand j'ai été élu, là, en novembre 2021, j'entendais parler de la possibilité d'élaborer un tel plan. Donc, j'ai rallié les acteurs du milieu. Le CED, à l'époque, est devenu l'entité porteur. Puis, on a devenu éligible à une subvention de DEC Canada. Avec l'aide de notre ministre ici, Mme Diane Leboutier, on a une subvention de tout près d'1,5 million de dollars pour élaborer ce plan-là. Donc là, au fil du temps, bien, on a fait affaire avec une firme, bien entendu. On a un comité de suivi, comité de partenaires, puis plusieurs rencontres ont été faites au fil du temps. Donc, on va le présenter en avril. Puis, ce plan-là, bien, il va servir, ça va être un dossier qui va être extrêmement important pour la suite des choses dans le développement récréo-touristique de notre région, 4 saisons. Mais c'est ce que je voulais justement vous poser comme question. Ça consiste en quoi, ce plan-là? Bien, moi, je tenais à ce que ce plan-là englobe tout le territoire. Parce que bien souvent, la Haute-Gaspésie, on peut souvent parler avec le parc de la Gaspésie, hein, que Saint-Anne-des-Monts est la porte d'entrée du parc de la Gaspésie, qui est notre locomotive pour attirer les touristes dans notre coin de pays. Mais
de les Capucins à Sainte-Madeleine de Rivière-Madeleine, il y a plusieurs beaux endroits où on veut développer, améliorer nos infrastructures d'hébergement, de restauration, infrastructures pour la pratique de plein de loisirs au niveau du plein air. Alors, ce plan-là, il rallie tous les gens de la communauté de la Haute-Gaspésie. Puis, l'objectif est d'avoir un document qui va bien se présenter par la représentation politique. Okay. Alors moi, quand il viendra le temps de rencontrer des hauts fonctionnaires, des chefs de cabinet, des députés, des ministres, pour faire avancer des beaux projets de toutes les municipalités de la Haute-Gaspésie, mais avec ce document-là, on va retrouver une solidarité régionale qui fait que chacun des projets va avoir son importance. Donc ça, là, au niveau politique, ça vaut de l'or. Parce que si on donne l'image de que tout le monde tire sa couverte pour avoir sa part, bien, ça devient dur pour les décideurs de faire des choix. Mais tandis que là, on va arriver avec de quoi de concret, de bien structuré, puis ce plan-là, on le fait sur une période de 10 ans. Donc, pour les 10 prochaines années, comment on imagine notre coin de pays pour attirer des touristes 4 saisons? Mais comment vous imaginez justement votre coin de pays? Bien, en ce moment, là, comme je le dis souvent, on n'est pas parti de zéro. Hein? On a quand même de quoi de très bien dans l'offre en ce moment, que ce soit culturel, récréo-touristique, le ski hors piste, le fat bike, le trekking, à Mont-Saint-Pierre avec le vol libre, la présence de la CEPAC, Sainte-Madeleine de Rivière-Madeleine, chez la réserve faunique de Chic-Choc, le parc de la Gaspésie. On a plein de petites entreprises qui se sont développées au fil du temps, on est riche de monde qui ont beaucoup d'ambition pour la Haute-Gaspésie. Mais c'était justement d'emmener ça, tout le monde ensemble, pour s'élever d'un palier. Moi, je parlais souvent de devenir le Banff de l'Est de l'Amérique du Nord, comme destination. Idée. Oui, c'est extraordinaire. Alors, c'est l'objectif, c'est le but. Puis comme ça, on sait qu'on a un seuil migratoire positif depuis quelques années en Haute-Gaspésie. On veut que ça continue. Puis on veut créer des emplois intéressants dans le récréo-tourisme pour que les gens qui viennent s'établir ici puissent y travailler à l'année. Pour pas que ça demeure juste du saisonnier comme qu'on a connu dans le passé avec le tourisme estival, si on veut. Alors l'hiver, c'est bon pour nous. L'hiver, c'est bon pour nous, puis il y a de quoi qu'on a naturellement en grande quantité. On appelle ça de la neige. Oui. On n'a pas besoin d'en faire ici. On l'a tout naturellement avec les hauts sommets. Alors, on devient un produit niche pour la pratique de beaucoup de sports, dont le ski hors piste qui prend beaucoup d'ampleur ces dernières années, puis qui continue à en prendre. Donc, on veut bien se positionner dans les prochaines années par rapport à tout ça. Merci, Guy Bernatchez. Merci. À Saint-Raymond, on commence à accueillir les 21 infirmières qui ont été recrutées pour venir prêter main forte au système de la santé et qui sont issues de l'immigration. Et Danick Julien de CJSR est allé à leur rencontre. Un bonjour très spécial à notre nouvelle famille qui vient d'arriver de très loin, du Cameroun. L'une des 13 familles immigrantes qui joindront Portneuf d'ici le 27 mars prochain est arrivée dans la région après l'initiative du CIUS de la capitale nationale qui cherche à recruter des infirmières provenant de l'étranger. Les intervenants du milieu étaient réunis ce lundi matin pour les accueillir. Vous avez choisi de vous établir dans Portneuf, et bien maintenant, c'est à Portneuf de démontrer à quel point on est heureux de vous avoir avec nous et à quel point on est chaleureux. Vous verrez que ce ne sera pas compliqué. Moi-même, je suis issu de l'immigration. Je viens d'un peu plus proche que vous ne l'êtes, puisque je suis originaire de France. Et j'ai choisi de m'établir ici dans Portneuf, et je peux vous assurer que les gens ont vraiment été très, très accueillants. Et d'ailleurs, la démonstration, c'est qu'ils m'ont même confié cette responsabilité de les représenter à l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'occasion de vous dire que tout est possible quand on s'installe dans Portneuf. Vous verrez, c'est vraiment un territoire extraordinaire, mais qui est surtout animé par des hommes et des femmes qui aiment leur région et qui aiment surtout la partager. Au total, ce sont 21 infirmières qui vont joindre les rangs du CIUS de la capitale nationale dans la région de Portneuf. Chacune d'entre elles devra suivre une formation à Saint-Raymond afin d'avoir une mise à niveau pour répondre aux exigences de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Donc, comme on le disait avec M. Duplain, on a une proportion qui est ici à Saint-Raymond, on en a une autre proportion qui est à Saint-Marc-des-Carrières, puis on en a aussi à Saint-Basile-et-Portneuf. Donc, ils vont être vraiment répartis sur l'ensemble du territoire portneuvois. Mais au 27 mars, tout le monde sera arrivé parce que la formation débute le 31 mars. De ces familles, 29 personnes vont s'établir directement à Saint-Raymond, ce qui rend le maire, Claude Duplain, enthousiaste. Je dirais que c'est énergisant. C'est 29 nouvelles personnes qui vont arriver à Saint-Raymond, des personnes immigrantes de couleur, avec qui on va travailler. C'est sûr que je dirais que moi j'ai l'habitude, le monde savent que j'ai adopté 2 Haïtiens il y a 40 ans. Aujourd'hui, ce sont de nouvelles familles qui arrivent venir participer à la communauté. Ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Pour les enfants du niveau primaire, il y aura une rentrée à l'école graduelle. C'est qu'on est déjà en lien avec le centre de services scolaires où chaque jeune est inscrit dans son école de quartier. Heureusement, il y a eu une belle mobilisation. Donc, graduellement, ils vont intégrer, si on pense à notre première famille ici, dans le fond, ça va être dès le retour de la relâche parce que là, ils sont en adaptation, ils vont s'intégrer. On avait la semaine de relâche qui arrive, donc après, ils vont s'intégrer. Donc, c'est rapidement le lien fait avec les écoles pour que rapidement, dès qu'ils arrivent, que les enfants puissent s'intégrer pour l'objectif. Et comme nos candidates infirmières vont débuter leur formation le 31 mars, que les enfants soient aussi tous intégrés dans leur milieu scolaire à ce moment-là. Donc, c'est une démarche en continu. Merci beaucoup. En ce qui concerne les parents de cette famille de 3 enfants, Lunus et Blandy, l'accueil dans Portneuf a été très chaleureux, on les entend maintenant. Ils ont été bien reçus, bien accompagnés jusqu'ici. Donc, vous trouvez que l'accompagnement, ça se passe bien, là? Oui? Parfait. L'accompagnement, il est parfait. Tout a été bien fait. C'était Daniel Julien pour CJSR. Encore une fois à Blandine, à Lunus. Le mois de mars, c'est le mois de la nutrition. Et pour le groupe d'entraide en toute amitié de Berthierville, eh bien, c'est toute l'année qu'il faut s'assurer que tout le monde mange à sa faim. Un reportage de l'équipe de CTRB. Mars, mois de la nutrition. Acteur important dans sa communauté, le groupe d'entraide en toute amitié, le GETA, joue un rôle majeur sur le territoire de la MRC de Dautré, dans la Naudière. Dépannage alimentaire, repas communautaires, services alimentaires pour les gens défavorisés, le GETA prépare même des centaines de collations pour les élèves des écoles du coin. CTRB a rencontré Stéphanie Ross en charge d'une petite équipe dynamique et de nombreux bénévoles. Pour son groupe, l'entraide au sein de la communauté est au cœur de leur action. Mon rôle ici, c'est surtout au niveau des cuisines. Donc, je gère 4 employés en cuisine. Je fais leur horaire, qu'est-ce qu'ils ont à faire toute la semaine. On sort pour à peu près 900 déjeuners par jour pour l'école primaire et l'école secondaire à Berthierville. Grâce au Club des petits déjeuners, on offre ce service-là aux élèves de Berthierville et aussi en collaboration avec le programme Écollation. Donc, ils peuvent avoir un produit céréalier, un produit protéiné et un fruit et légumes à tous les jours de la semaine à ce moment-là. Il y a aussi un traiteur qui est affilié à l'école primaire pour les enfants qui désirent avoir accès à ce service-là. Les enseignants, quand ils détectent des enfants qui se nourrissent moins bien ou qui en auraient besoin, ils nous les réfèrent. Puis nous, à ce moment-là, on paie le service traiteur pour que ces enfants-là aussi y aient accès. On a le dépannage alimentaire qui aide une centaine de familles à chaque semaine ici à l'organisme. Donc, les familles se présentent ici pour s'enregistrer en tant que membres de l'organisme. Ensuite, ils peuvent venir là, à toutes les semaines chercher du dépannage alimentaire. Pour les familles qui sont 1 ou 2 personnes, c'est 10 $ par mois. Les 3 et 4 personnes, c'est 15 $ par mois. Et les 5 et plus, c'est 20 $ par mois. Ils payent, puis ils peuvent venir là, à tous les jeudis chercher la nourriture. Moi, je m'assure, des fois, on a des fonds pour combler ce que Moisson La Naudière nous donne. Puis les autres commerçants aussi autour nous sont généreux, puis nous donnent des trucs. Je m'assure qu'il y a de tout à tous les jeudis. Ici, à l'organisme, on a le repas communautaire les mercredis. C'est un service offert aux membres gratuitement. Les non-membres peuvent y participer. C'est au coût de 5 $ à ce moment-là.
Avec les restes, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare des petits plats qui sont en vente à la friperie L'Abbaye-Tout à des coûts là, vraiment pas chers. Là. C'est 4 $ environ, puis 1 $ de moins quand tu es membre. Donc, on vend de la soupe, sauce à spaghetti. Souvent, on a du poulet général Tao, des pâtés chinois, des choses comme ça que les gens peuvent venir acheter ici là, en format individuel. En cuisine, on a 4 employés. C'est grâce à notre association avec le Club des petits déjeuners puis les collations. Grâce à ça, je peux avoir 4 personnes en cuisine. En fait, je peux avoir 3 personnes en cuisine, puis j'en ai une qui c'est une subvention salariale. Donc, je suis chanceuse. Présentement, mon équipe est complète. Ils sont 4. Ce qu'elles font, c'est que je leur demande, là, le matin, elles sortent les collations pour que mes livreurs puissent les apporter dans les écoles, dans les différentes écoles. C'est elles aussi qui lavent, coupent, emballent, réfrigèrent tous les fruits et légumes qu'on envoie dans les écoles. C'est aussi elles qui cuisinent les collations, donc toutes les galettes, les muffins qu'on doit envoyer. Puis c'est 675 collations qui est envoyées là, à tous les jours dans les écoles à Berthierville. À part ça, c'est sûr qu'on doit s'assurer qu'elles font le ménage pour que le MAPAC, si on a des inspections, ben tout soit correct. Les petits plats, c'est elles qui les préparent. Elles préparent aussi le repas du mercredi. Récemment, on s'est associé aussi avec la Maison des jeunes pour l'aide aux devoirs. Donc, une fois par semaine, on prépare le repas pour apporter à la Maison des jeunes. C'est pas mal ça, mais c'est déjà tout un contrat. Les cuisines ont été rénovées durant la dernière année grâce à notre collaboration avec le Club des petits déjeuners. C'est un investissement de plus de 80 000 qui a été mis là, dans les cuisines. Donc, maintenant, on a un vrai four à pâtisserie, des mélangeurs industriels. C'est aussi ce qui fait que je peux me permettre d'avoir mes 3 employés en cuisine. Donc, on est vraiment content de cet investissement-là pour cette année. On a aussi un frigo partage qu'on a réouvert récemment. Il est à l'intérieur de l'organisme, là, au comptoir du meuble. Les gens y ont accès, évidemment, aux heures d'ouverture des magasins. C'est un frigo qu'on invite la communauté à venir remplir. Puis nous aussi, on met des choses dedans. Puis comme ça, les gens dans le besoin peuvent venir se servir là, à tous les jours, puis venir piger dedans ce qu'ils ont besoin. Évidemment, on a beaucoup de demandes. Donc, sitôt le frigo rempli, sitôt il est vide. Évidemment, on ne peut pas, vu qu'on est régi par le MAPAC, on ne peut pas accepter des denrées qui sont préparées à la maison, ni de l'alcool, ni des viandes et du poisson, malheureusement. Donc, on aimerait vraiment beaucoup que la communauté vienne nous porter des denrées non périssables dans le frigo. Sylvana Suarez de la télévision de l'Érable nous présente le relais pour la vie hivernale, une marche de nuit organisée au profit de la Société canadienne du cancer. Cette année, il y aura lieu la 17e version des Relais pour la vie, un événement pour ramasser des fonds pour la lutte contre les cancers. Les activités organisées consistent à marcher dans les chemins pour symboliser la persévérance face au cancer avec des luminaires qui nous rappellent les personnes qui ont perdu la vie à cause de cette maladie. Nous sommes dans le centre communautaire Pierre-Prince à Princeville pour participer à une conférence de presse qui annoncera les prochaines activités du Relais pour la vie 2023. Hey, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être présent pour notre ouverture officielle de Relais pour notre 17e édition à Plessisville. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à tous. Les médias, les télévisions communautaires, Sonia Nolette, nos coprésidents d'honneur Anne-Marie et Pierre Paré, nos dignitaires et Jean de la MRC d'Érable et des environs. Merci beaucoup d'être présents. La 17e édition du Relais pour la vie de la MRC d'Érable se déroulera les 10 et 11 juin prochains sur le magnifique site enchanteur du cœur de la rivière Bourbon. Il y a toujours 3 étapes très importantes au Relais. C'est l'ouverture avec nos ambassadeurs, il y a l'illumination des luminaires, puis le dévoilement final de cette édition le lendemain matin, le dimanche à 7 h. J'inviterai nos co-présidents d'honneur cette année,
M. Pierre Paré et Mme Anne-Marie Paré. Vitalité est là pour mettre en œuvre cette activité-là qui va se dérouler au mois de juin, qui va avoir son apogée au mois de juin. Alors, c'est une belle activité. Et puis, ce que je constate à travers tout ça, c'est qu'ils sont vraiment porteurs du nom de l'activité, qui est le relais pour la vie. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils tentent de faire, c'est de mettre une activité en œuvre pour que tout le monde qui y participe puisse recueillir une énergie puis des dons pour aider la recherche, aider finalement plus que la recherche, aider tous ceux qui y participent à passer au travers d'un événement de vie qui peut être difficile et pénible. Plus de 700 équipes depuis que vous avez commencé la première édition, c'est vraiment incroyable. C'est un honneur pour nous, pour Machinec, de contribuer cette année à notre façon. Bon, ben je suis ici ce soir parce que c'était mon chum qui avait décidé qu'il était comme ambassadeur cette année. C'est pas bon. Malheureusement, Stéphane est parti en novembre dernier. Mais on est très fiers d'être là, puis on va continuer de poursuivre pour la cause parce que, excusez-moi, lui, Stéphane, il est décédé d'un cancer au cerveau, ça faisait 14 mois qu'il était là-dedans. Il était super fier d'être ici. Je peux dire qu'il était content d'être ambassadeur cette année. La raison principale pourquoi il voulait l'être, c'était justement pour être une fierté. Il était fier de ce qu'il avait fait. Il était fier d'avoir traversé la maladie comme il était. Je vais vous dire que je ne connais pas grand monde qui est aussi positif que mon chum pouvait l'être. En fait, la SCC, la Société canadienne du cancer, a 3 volets. Et ces 3 volets-là, c'est la mission de recherche, de soutien. Donc, quand Serge parlait de parlonscancer.ca, donc ça, c'est un site où ce que les gens, c'est un genre de groupe privé qu'on peut parler de ce que les gens vivent. Ça peut être des gens aussi qui veulent soutenir, qui peuvent s'y inscrire. Et il y a la dernière portion de prévention. Donc, quand on amasse des fonds, c'est pas juste pour la MRC de l'érable, mais en fait, ça soutient plein de gens, puis les services sont sous-connus. Fait que nous, on veut vraiment essayer de s'unir pour soutenir puis les faire connaître davantage, mais ça reste que le plus gros morceau, c'est la recherche. Et ça, ben, des fois, on n'est pas médecin, on n'est pas urgentologue. C'est notre façon à nous différente de s'impliquer. La télévision des Laurentides vient d'acquérir des nouveaux équipements qui lui permettent de diffuser en direct partout sur son territoire, comme le font les grands réseaux. J'en parle avec le directeur général de TVCL, Dean Brisson. Dean, bonjour. Bonjour, Martin. Bon, Dean, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que cet équipement qui vous permet maintenant de faire de la télévision en direct un peu partout sur votre territoire? C'est une technologie qui existe depuis un certain temps qui s'appelle le Live U, qui se trouve à être un serveur et un émetteur que le caméraman porte sur lui à la ceinture ou en pack-sac. Et la caméra est pluguée dans ce petit pack-sac-là qui, lui, par des cartes SIM, plusieurs cartes SIM dans un... Comme on a dans nos téléphones portables. Dans nos téléphones. Oui. Alors, ce boîtier-là a 4 SIM ou 5, là, et il choisit le meilleur signal pour envoyer ce que le caméraman fait en studio. Et ensuite, c'est transmis pendant un live, comme le bingo, par exemple. Dean, ça y est? Ah oui, on est en onde. Ben oui, on arrive chez la prochaine destination. Là, je cherche l'adresse, là. Mais je veux pas voler le punch parce que c'est sa fête. Fait qu'il faut pas qu'elle sache. Encore jusqu'à tout récemment, là, quand on voyait arriver les grands réseaux faire de la télévision en direct, c'était des camions, des antennes, puis beaucoup d'équipements. Êtes-vous en train de me dire qu'un petit pack-sac remplace tout ça maintenant? Oui. Effectivement, les besoins de camions ont diminué, la technologie s'est améliorée, est plus rapide, plus fiable, et le Live en question maintenant remplace ces gros camions-là, effectivement. Là. On part de la caméra, on s'en va dans le diffuseur, l'émetteur, qui lui s'en va directement à la station. Les camions servent plutôt pour découper en direct, tu sais, sur les lieux. Ouais, avoir une régie, OK, une régie mobile.
Mais aujourd'hui, tu peux envoyer le signal effectivement à ta régie qui est en studio. Qu'est-ce que ça représente pour une télévision communautaire que l'ajout de cet équipement-là? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est dans le but de couvrir, de beaucoup plus couvrir le territoire. On veut aller plus loin. On veut, parce que les Laurentides, on s'entend que c'est un large territoire. Il y a 30-40 municipalités, il y a 3 MRC. Alors, cette technologie-là va nous permettre d'aller en direct, faire des web diffusions, faire de la télévision en direct, envoyer des signaux et recevoir des signaux. Mais ça nous donne des ailes dans le sens où on va être plus libre, moins de... C'est moins lourd. Moins lourd, moins de tournage, moins de montage, on prend les cartes, on les met dans l'ordinateur, on fait du montage pour faire l'émission. Tandis que là, c'est monté en direct, découpé en direct, et on vient de sauver, évidemment, des heures et des heures de download puis de montage. Parce qu'il faut le dire, c'est quand même un investissement important. Comment une télévision communautaire, avec les marchés limités que nous avons, là, comment on fait pour financer des équipements comme ceux-là? Heureusement, plusieurs des télécommunautaires sont soutenus par le ministère de la Culture et des Communications. Oui. Ils ont plusieurs volets de financement pour toutes sortes d'opérations, que ce soit des projets en culture, avec les aînés, la famille, les Autochtones, et ils ont aussi des volets de mise à jour d'équipement. On a eu aussi des subventions préalables à ça pour de la mise à niveau au niveau numérique, tu sais, qu'on arrange le site Internet, qu'on se mette au goût du jour, si on veut. Oui. Et technologiquement aussi, le ministère appuie ces démarches-là pour, justement, certaines télévisions ont des équipements désuets, ils ont une caméra de brisée. Ils sont là pour nous soutenir, pour aider financièrement, parce qu'une télé communautaire n'aurait pas le moyen d'acheter. Ça coûte à peu près combien, là, grosso modo, un équipement comme celui-là? Un peu moins de 30 000 usagés, comme nous, on a payé. Mais on comprend que vous êtes maintenant équipés comme le sont les grands réseaux. On parle de TVA, on parle de Radio-Canada. Ce sont des équipements qui sont actuellement utilisés par les grands réseaux. C'est la même chose qu'on voit à TVA ou à Radio-Can quand les gens sont en direct de quelque part, là, oui. Est-ce que ça prend beaucoup de formation? Pas vraiment. C'est vraiment assez simple. Un coup que c'est setupé, les adresses IP fixes sont données par les techniciens et tout ça, là, c'est facile. Le caméraman roule ça, power. Maintenant, on sait qu'à TVCL, vous êtes plein d'idées. À quoi ça va servir prochainement, ce nouvel équipement? Qu'est-ce que vraiment... Où vous allez l'appliquer, ce nouvel équipement? On va s'en servir pour des diffusions d'événements culturels, sportifs de tout genre qu'on a. On a beaucoup d'événements, hein, évidemment. Comme par exemple, vous pourriez suivre une partie de hockey maintenant. Oui, envoyer le signal où on veut. OK. Oui, on peut, au lieu d'être obligé d'enregistrer, faire du montage. Là, c'est tout direct. Tu sais. Fait que là, on peut envoyer ça à la station, découper nos caméras en direct et envoyer le signal soit à la télévision ou en web diffusion. Alors, Dean Brisson, on peut dire que prochainement ou à partir de maintenant, vous serez branché en direct sur votre communauté? Ah oui, on est branché en direct. Ça pourrait être le nouveau slogan. Écoutez, pendant le bingo, on a fait une surprise à une dame, comme vous allez voir. Oui, bien justement, on voit des extraits dans notre reportage, là. Et en anglais, on appelle ça un game changer. Là. On peut arriver n'importe où, surprendre quelqu'un, aller voir nos détaillants qui vendent nos cartes de bingo, aller voir un commanditaire même en direct pendant une émission en direct comme le bingo. Ça va être très, très, très utile pour couvrir plus large, être plus impliqué et plus présent sur le territoire. Dean Brisson, merci beaucoup pour ces explications en espérant que ça inspire d'autres télévisions à s'équiper pour être en direct branchées sur nos communautés. On remercie évidemment le ministère de la Culture et des Communications. Et nous, on va faire un suivi là-dessus. Merci beaucoup, Dean Brisson. Marie-Ève Lamonde de CEMA TV est aux abords du bassin de Montmagny où va se dérouler, le 11 mars prochain, les randonnées en raquettes sur les glaces du Saint-Laurent, randonnées qui sont destinées à toute la famille. On écoute son reportage.
On vous invite à aller faire de la raquette sur le fleuve le 11 mars prochain. Oui, sur le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Montmagny. Et l'instigateur de ce projet, je dirais le tout premier instigateur, c'est M. Gilles Gagné, qui est juste ici à côté de moi. De l'autre côté, vous avez reconnu sur Patrick Morancy, qui a organisé tout ça, cette idée de fou-là. On va commencer avec M. Morancy, peut-être. Justement, d'où vous est venu à l'oreille que ça existait, des randonnées sur le fleuve? C'est mon ami Gilles là, qui, depuis 5 ans, organise ça de façon personnelle. Puis bon, de plus en plus, ça prenait de l'ampleur. Donc, j'ai offert que la ville puisse l'aider pour ça. Il y a des risques, hein, ça fait que donc, je trouvais ça important de pouvoir structurer l'activité comme il faut. Puis d'en faire une activité touristique aussi. Je trouve que notre fleuve, on le voit peu malheureusement dans le coin. On l'utilise aussi assez peu pourtant. En tout cas, certains l'utilisent peu. Donc l'idée, c'est ça, c'est de rendre le fleuve aux citoyens. On pourrait dire que c'est le magnifique fou derrière cette idée. Monsieur Gilles Gagné, ça vous est venu comment, l'idée d'aller marcher sur le fleuve? On s'est toujours fait dire de pas s'en approcher ou à peu près, là, l'hiver. C'est un plan de fou. Moi, j'aime pas faire comme les autres, donc je reste devant le fleuve, puis j'adore faire la raquette depuis des années, donc je me suis mis à aller marcher sur le fleuve. Au début, je marchais comme tout le monde, un peu craintif, mais d'année en année, j'ai appris à apprivoiser les glaces du fleuve, et puis ça fait plus de 15 ans que je marche là, en raquette sur le fleuve. Puis je faisais remarquer à Patrick cet après-midi, puis Gilbert, l'autre monsieur qui était avec nous comme pour guide, je leur ai montré les trajets. On était à plus qu'1 kilomètre au large là, sur les glaces. Fait que c'est merveilleux à voir. C'est un terrain de jeu que tout le monde devrait découvrir. C'est magnifique. Et c'est ce que vous proposez de découvrir ce terrain de jeu-là le 11 mars prochain pour une première expérience en compagnie de la ville de Montmagny, justement. Peut-être que vous pourriez nous parler des différents trajets là, qui vont se faire. Oui, bien, tout va partir d'ici à Montmagny, à l'espace citoyen. Puis, en principe, on se dirige vers l'est pour avoir le vent dans le dos, que ça soit un peu moins froid. Si les vents sont contraires, on va aller partir du point B pour revenir au point A. Mais tout ça avec différents parcours, un de 5 km pour les gens un petit peu moins habitués. Il va en avoir un de 10 pour les intermédiaires, puis un de 15 pour les plus fanatiques de raquettes là, qui veulent en faire plus longtemps. Et on disait qu'il y avait aussi, on avait pensé à toute la famille, là. Petit circuit familial aussi qui va partir de la Pointe-aux-Oies et venir dans le bassin probablement jusqu'à la chute. Donc, ça fait 2 km. Il faut s'inscrire parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, là, si je me trompe pas. C'est pas tant une question de place, c'est une question de sécurité. On veut savoir qui va être avec nous pour pouvoir les ramener en sains et saufs. Donc, c'est vraiment nécessaire de s'inscrire en passant par le site web de la ville de Montmagny. Et vous avez pensé à d'autres activités pour se réchauffer quand on est au retour? Bien, c'est pour les participants, bien sûr, donc un petit social après, comme il se doit. Là, et puis, dans le fond, les profits là, des ventes de l'alcool et puis du petit lunch qu'on va vendre aussi sera donné au club de natation. Au club de natation. Et l'activité est au profit des enfants de cœur. Les enfants de cœur, c'est ça. C'est un collaborateur. Avant tout, c'est le collaborateur de l'activité, mais c'est sûr que si on dégage des profits à la fin de l'activité, ce sera les enfants de cœur qui en bénéficieront et bien sûr la population en général. Messieurs, merci beaucoup. Je vous souhaite une magnifique randonnée le 11 mars prochain pour tous ceux et celles qui ont envie de vivre cette expérience. Je pourrais dire hors du commun, mais c'est la première fois que j'en entendais parler. Venir faire une petite marche en raquette sur le fleuve, profitez-en bien. Linda Isabelle et Dario Aymon exposent leurs œuvres au Pavillon des Arts de Forestville. Un reportage de Joanny Godreau de la Télévision du Littoral. L'artiste peintre Linda Isabelle, dont l'art dépasse les frontières du pays, expose de nouvelles œuvres au Pavillon des Arts de Forestville le 24 février de 18h à 20h. Elle était accompagnée de son conjoint Dario Aymon, qui en était à sa première exposition. Oui, pour une première exposition à Forestville, encore mieux parce que c'est mon petit coin. À la salle de spectacle, encore mieux encore parce que la salle est super belle, ça se prête bien à tout ça. Pour une première, je suis très content. L'artiste se passionne pour la peinture depuis de nombreuses années, mais considéré toujours comme un passe-temps jusqu'à ce que la retraite lui permette d'y consacrer plus de temps. Il admet également avoir été inspiré par sa conjointe qui vit de son art depuis maintenant 10 ans. À la base, Dario travaillait surtout au airbrush. Son style a donc évolué au fil du temps, mais il demeure très instinctif et brut.
le Forestvilleois a déjà vendu quelques œuvres grâce au web et récemment, il a offert gratuitement un tableau de grande dimension au comité de spectacle de Forestville qui sera exposé dans l'entrée du pavillon des Arts. De son côté, Linda Isabelle ne cesse de surprendre avec sa créativité et ses œuvres dont le style lui est propre. Elle présentait ce soir-là des toiles qui datent de 2022, mais surtout de nouvelles créations peintes cette année. Depuis 2 ans, il n'avait pas fait de porte ouverte par manque de temps. C'est donc un beau retour aux sources pour l'artiste. Ce vernissage permettait aussi de voir l'évolution des œuvres de Linda Isabelle en primeur, puisqu'elles se promèneront à ses côtés à travers les symposiums cet été. Prochainement, en mai, je vais être à Galerie 5 à Jonquière. Donc, j'ai une grosse exposition solo qui s'en vient. Là, c'est sur le thème, c'est gasoline, le thème de l'exposition. Donc, on s'attend d'avoir des motos. Ça va être des chars, il va y avoir de la boucane, il va y avoir... C'est que ça va être vraiment, ça va être nouveau. Ça va être des nouveautés cette année qui vont sortir. J'essaie toujours de sortir des nouvelles collections. L'année passée, j'en ai sorti, mais j'en ai plus maintenant présenté. Donc, il va y avoir d'autres choses, mais je pas encore rendu là. Linda Isabelle souligne 10 ans à vivre de son art en 2023, une fierté à laquelle elle ne s'attendait pas quand elle s'est lancée dans cette aventure. Elle est maintenant représentée dans des galeries partout au Québec, à Vancouver et depuis tout récemment à Gap, en Haute-Alte, en France. J'ai des beaux projets. Je veux y aller aussi moi, personnellement, parce qu'avant la COVID, on s'avait déplacé. Dario était venu avec moi justement pour le transport, tout ça. Lui, il n'avait pas exposé, mais je pense que ça a encore plus donné la piqûre aussi. Sortir les tableaux, lâcher le airbrush, tout ça, il y a comme eu une transition qui s'est faite. Mais ça, il faut y retourner. Donc, aller voir les galeries, il y a plein de projets là, qui s'en viennent encore. Il est possible d'en savoir plus sur les 2 artistes sur le site web de Linda Isabelle, un excellent moyen de se procurer un tableau du couple. On peut aussi les contacter via leur page Facebook. C'est tout pour le Bulletin des régions. On espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.